Dans moins de 48 heures, un homme au sourire timide devra affronter un géant de l'histoire, avec une simple caméra pour seule arme. Dans des milliers de salons français, les télés vont s'allumer. Sur l'écran, le visage d'un inconnu pour beaucoup, Jean Le Canuet. Face à lui, dans l'ombre, plane la silhouette écrasante du général de Gaulle, le libérateur, le mythe vivant. Le compte à rebours est lancé. 2 jours pour transformer un professeur de philosophie presque oublié en espoir politique d'un pays entier, ou pour disparaître dans les marges des manuels d'histoire. Ce soir-là, à Paris, dans une petite salle de réunion transformée en QG de campagne, l'air est lourd de fumée de cigarettes et de café froid. Sur la table, un chronomètre tourne, implacable, à côté d'un storyboard griffonné, plan serré sur le visage, éclairage doux, ton rassurant. Autour de lui, des jeunes conseillers parlent de modernité, de style Kennedy, de Nouvelle-France. Le Canuet écoute, les mains croisées, le dos un peu raide, les yeux déjà ailleurs. À cet instant précis, alors qu'on discute d'angle de caméra, lui se revoit, 25 ans plus tôt, couché au fond d'un fossé boueux, les bombardiers allemands hurlant dans le ciel de Normandie. Pour comprendre comment cet homme discret est arrivé là, à quelques heures de son rendez-vous avec l'histoire, il faut remonter le temps, bien avant les projecteurs, bien avant les sondages, bien avant même la politique. Il faut revenir à une ville au bord de la Seine, à une famille modeste et à un enfant qui, très tôt, veut comprendre plutôt que dominer. Rouen, printemps 1920. La France pense encore les plaies de la Grande Guerre. Dans une rue calme d'un quartier populaire, une maison étroite, façade un peu défraîchie, fenêtre toujours entr'ouverte. On y entend souvent des voix qui lisent à haute voix, des prières murmurées, des éclats de rire d'enfants. C'est là que naît Jean, le 4 mars. Son père est employé, sérieux, ponctuel, presque obsédé par l'idée de bien faire les choses. Sa mère, femme de devoir, est habitée par une foi simple et solide. On ne roule pas sur l'or, mais on ne manque de rien. Les livres sont parfois un luxe, pourtant il y en a toujours un de plus sur la table de nuit. Dès l'enfance, Jean observe plus qu'il ne parle. Il fixe longuement les adultes, semble peser chaque mot. À l'école, il n'est pas le plus grand ni le plus fort, mais il est celui qui lève la main pour poser la question que personne n'ose poser. Pourquoi ? Pourquoi l'injustice ? Pourquoi certains ont tout et d'autres rien ? Pourquoi la guerre dont parlent encore les anciens avec des silences qui en disent plus que leurs récits ? Au lycée Pierre-Corneille de Rouen, l'adolescent se révèle. Les couloirs sentent la craie, la sueur, le papier humide. On y croise des fils de notables, de commerçants, de dockers. Jean, lui, arrive chaque matin avec ses cahiers méticuleusement rangés. Un peu trop sérieux pour son âge, en cours de philosophie, quelque chose s'ouvre. Descartes, Pascal, Kant, ces noms deviennent des compagnons de route. Aucun ballon n'a sur lui l'attrait d'une belle question abstraite. Là où d'autres rêvent de métiers sûrs, lui se découvre une passion. Comprendre l'homme, ses choix, ses contradictions. Un professeur, impressionné par ses copies, le prend un jour à part dans le couloir. « Vous devriez continuer, Jean. Vous avez l'esprit d'un philosophe, dit-il en ajustant ses lunettes. Le jeune homme rougit, bafouille, mais au fond de lui, une évidence se forme. Oui, il va continuer. Il ira aussi loin que possible dans les études. Non par ambition sociale, mais parce que chaque page tournée semble éclairer un peu plus la complexité du monde. À la maison, la nouvelle inquiète un peu. Philosophie ? Ce n'est pas un métier, ça, soupire son père en refaisant mentalement les comptes du mois. Mais la mère pose une main sur l'épaule de son fils. S'il sent que c'est sa voie, il faut le laisser essayer. Dieu saura bien ce qu'il en fera. Ce mélange de prudence terrienne et de confiance presque mystique va marquer Jean à vie. La raison et la foi, la réflexion et l'action, pour lui, elles ne s'opposent jamais tout à fait. Alors qu'il gravit les échelons des études, la France glisse doucement vers l'orage. Les années 30 sont lourdes d'angoisse. Dans les cafés, on parle de la montée d'Hitler, de l'Espagne en flammes, des ligues, des émeutes. À la bibliothèque universitaire, pourtant, le silence règne. Les pages tournent, les plumes grattent. Jean prépare les concours les plus prestigieux. Il travaille tard, parfois jusqu'à l'extinction des Lumières. Il veut décrocher l'agrégation de philosophie, ce sésame qui lui permettra d'enseigner. Il imagine déjà des salles de classe, des élèves qu'il guiderait vers l'esprit critique. Il réussit brillamment.
Agrégé à un âge où certains cherchent encore leur voie, il pourrait se contenter de ce destin tranquille. Un poste de professeur, quelques publications, une vie rangée, mais l'histoire, elle, ne lui laisse pas le temps de se reposer. Septembre 1939, la mobilisation générale est décrétée, les affiches se collent sur les murs, les trains se remplissent de jeunes hommes en uniforme mal ajusté. Jean, comme tant d'autres, est appelé. On lui met un fusil entre les mains, à lui qui préférait les livres. La drôle de guerre commence, étrange temps suspendu entre deux abîmes. Dans son pactage, Jean glisse un petit volume de Pascal. On ne renonce pas si facilement à ce qui nous définit. Puis, en mai 1940, la foudre, l'offensive allemande, la débâcle, la panique sur les routes, les colonnes de réfugiés se mêlent aux colonnes de soldats, des familles entières avancent sous le vacarme des Stukas, les cris des enfants couvrant parfois les explosions. Un soir, dans le chaos d'une retraite désordonnée, le jeune lieutenant, car il est officier de réserve, se retrouve isolé avec sa section. Ordre contradictoire, rumeur de percées ennemies, carte périmée. La nuit tombe, quelque part un officier hurle. « On se replie !» À l'aube, encerclés, ils doivent déposer les armes. Le moment est presque irréel. La veille encore, ils étaient libres, armés, persuadés que la France finirait bien par se ressaisir. Les voilà maintenant, mains en l'air, sous le regard froid de soldats allemands. Commence alors une autre vie, derrière les barbelés. Le camp de prisonniers, quelque part en Allemagne, est un monde à part. Barbelés, miradors, alignement impeccable de baraquements en bois. L'odeur du charbon se mêle à celle de la soupe claire et des corps entassés. On y gèle l'hiver, on y étouffe l'été, les hommes, privés de liberté, se raccrochent à ce qu'ils peuvent, les souvenirs, les chansons et, pour certains, les études. Jean, comme d'autres intellectuels capturés, refuse de laisser son esprit se rouiller. Dans une baraque transformée en salle de classe de fortune, il organise des cours, il parle de Platon, de morale, de responsabilité humaine, devant des soldats lessivés par la fatigue. Un soir, après un cours improvisé sur la liberté, un camarade lui lance « C'est bien beau tes idées, mais à quoi ça sert ici, hein ?» Jean marque un temps, regarde les barbelés, l'ombre d'un garde, puis répond doucement « Justement. Si on oublie pourquoi la liberté a un sens, on ne sera plus que des numéros. Cette résistance de l'esprit, silencieuse, obstinée, le façonne. Dans l'humiliation de la défaite, il découvre autre chose, le besoin vital de reconstruire, un jour, une démocratie qui ne craigne ni les extrêmes, ni les tyrans. La guerre s'achève enfin. Le retour en France est un choc. Rouen n'est plus la même. Les bombardements alliés de 1944 ont éventré la ville. Des quartiers entiers ne sont plus que briques pulvérisées et façades béantes. Jean marche dans ces rues méconnaissables, le cœur serré. Ici, une maison d'amis n'existe plus. Là, une église éventrée, ouverte au ciel. Le silence de la paix ressemble parfois au silence d'un cimetière. Mais la France a choisi de se relever. Partout, on parle de reconstruction, de renouveau. Les fleurs de la résistance, de la déportation, des combats lointains donnent naissance à une nouvelle génération de responsables politiques. On rêve d'un pays plus juste, d'institutions plus solides. Dans cette effervescence, un mouvement attire particulièrement Jean, le mouvement républicain populaire, le MRP, un parti chrétien-démocrate, pro-européen avant l'heure, anti-totalitaire, qui veut concilier foi, démocratie et modernité. Un soir, dans une salle paroissiale mal chauffée, il assiste à une réunion publique du MRP. Sur l'estrade, un orateur enflammé parle de dignité humaine, de solidarité, de refus des extrêmes. Les mots résonnent avec ce que Jean a vécu dans les camps. Après la réunion, on le présente comme un jeune agrégé de philosophie, ancien prisonnier. On lui demande son avis. Il répond calmement, avec cette articulation précise qui sera sa marque. Si nous ne reconstruisons pas la démocratie sur des valeurs claires, nous la reverrons, la nuit des barbelés. Les regards se tournent vers lui. Ce n'est pas le plus charismatique, mais il impressionne par sa rigueur et sa sincérité. Très vite, on lui propose de s'engager davantage, d'abord pour rédiger des textes, des tracts, puis pour prendre la parole en public. La première fois qu'il s'adresse à une foule en meeting, ses mains tremblent légèrement. Dans le sous-sol enfumé d'un café de quartier, des dizaines de personnes s'entassent pour écouter ce jeune professeur.
Les ouvriers croisent les bras, sceptiques, les commerçants le détaillent, méfiants, les anciens combattants plissent les yeux. Jean parle d'Europe, de réconciliation franco-allemande, d'économie sociale de marché. Pour certains, c'est de la musique, pour d'autres, de belles phrases éloignées des fins de mois difficiles. Mais peu à peu, il apprend à ajuster ses mots, à partir du quotidien des gens pour les amener vers les grands principes. Il pose une question, laisse un silence, puis répond comme si la réflexion naissait à l'instant même, devant le public. Cette pédagogie devient sa signature. Pendant ce temps, la politique nationale s'organise. La 14e République se met en place, fragile, multipliant les gouvernements de courte durée. Le MRP, parti pivot, participe à plusieurs coalitions. Dans les couloirs du pouvoir, un phénomène intrigue. Ce jeune normalien, agrégé, ancien prisonnier, qui sait parler à la fois aux croyants, aux laïcs, aux ouvriers et aux professeurs. On le remarque, on l'invite, on le teste. Un jour, on lui propose de se présenter aux élections législatives en Seine-Maritime. « Moi, député ?» La question le frappe. Devenir député, c'est quitter la simple spectature pour entrer dans l'arène. C'est accepter de recevoir les coups, de faire des compromis, de voir ses idées déformées, caricaturées. Il hésite. Une part de lui voudrait rester dans la clarté du monde des idées, loin des manœuvres et des calculs. Une autre part se souvient des camps, des ruines de Rouen, des discours enfiévrés d'avant 40. Renoncer, ce serait laisser d'autres décider à sa place. Il accepte. La campagne électorale révèle un autre Jean Le Canuet, plus déterminé, plus tranchant. Dans les marchés, il serre les mains, écoute les doléances. Il affronte les coups de gueule des communistes, les sourires condescendants des notables de droite. Le soir, il rentre épuisé, la voix cassée, mais quelque chose le porte. Il découvre qu'il aime ce contact direct avec le réel, avec les inquiétudes concrètes, le prix du lait, le logement, l'école des enfants. Face à lui, son principal concurrent est un candidat communiste, tribun redoutable qui promet la rupture, la justice immédiate, la revanche des humbles. Entre les deux hommes, le contraste est saisissant. L'un parle de planification, de lutte des classes, l'autre évoque l'équilibre, la liberté. Les droits de l'homme, une économie régulée mais respectueuse des initiatives individuelles, cette confrontation est un prélude, en plus petit, au grand duel idéologique qui marquera toute sa vie. Entre les extrêmes qui promettent tout de suite et la voie étroite du centre, plus lente, plus fragile, mais qu'il juge plus humaine, il est élu député. Sur les bancs de l'Assemblée nationale, il s'installe, un peu raide, un peu intimidé. La salle est vaste, solennelle. Derrière chaque fauteuil, une histoire, un territoire. Très vite, on le sollicite pour des commissions où l'on a besoin de précision, de dossiers maîtrisés. Il travaille tard, lit tout, questionne sans relâche. Sa réputation de sérieux se forge. On sait que lorsque Le Canuet parle d'un texte, il l'a réellement lu de bout en bout. Pourtant, quelque chose le dérange. La 4e République est instable, les gouvernements tombent les uns après les autres. Les petites combinaisons de couloirs prennent souvent le pas sur les grandes visions. À chaque crise ministérielle, il sent une sourde inquiétude monter. Cette démocratie si chèrement retrouvée serait-elle en train de s'épuiser dans ses propres faiblesses? Là, quelque part dans les coulisses du pouvoir, un autre homme observe la scène avec une impatience croissante. Charles de Gaulle. Le général, retiré à Colombey, méprise cette république des partis. Pour l'instant, leurs trajectoires ne se croisent pas directement. Mais l'affrontement est inévitable. Le professeur devenu député, apôtre du compromis démocratique, devra bientôt affronter le soldat providentiel, incarnation de l'autorité et du recours. Ce soir-là, dans la petite salle parisienne où le chronomètre continue de tourner, on rappelle à Jean Le Canuet l'heure de son prochain rendez-vous média. « Dans 20 minutes, vous devez être à la radio », lui glisse un collaborateur. Il acquiesce, sort de ses pensées. Le temps presse, encore et toujours. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que le véritable compte à rebours a commencé bien plus tôt. Le jour où l'enfant silencieux de Tsantenasantissa Rouen a décidé qu'il ne se contenterait pas de comprendre le monde. Il essaierait de le changer. Quelques années plus tôt, il n'était qu'un nom en bas de page dans les journaux politiques. Dans quelques semaines, son visage va s'imprimer sur les écrans de presque tous les foyers de France et faire trembler l'homme qui a libéré le pays. Un détail minuscule va tout changer.
La façon dont la lumière accroche ses yeux, dont son sourire rassure, dont sa voix pose les mots. Dans une république encore hantée par les coups d'État et les défaites, ce ne sont plus les canons ni les barricades qui décident du pouvoir, mais une caméra et quelques minutes de temps d'antenne. Et au centre de ce théâtre nouveau, un professeur de philosophie de Rouen, Jean Le Canuet, qui s'apprête à affronter le général de Gaulle sur son terrain le moins maîtrisé, la télévision. Pour en arriver à ce duel silencieux, il faut passer par un autre fracas, plus brutal, la 14e République, celle qui avait accueilli le jeune député MRP, vacille, les crises ministérielles se succèdent, l'Algérie s'enfonce dans la guerre, les gouvernements tombent au rythme des motions de censure. Dans les couloirs de l'Assemblée, on plaisante noir, on change plus souvent de cabinet que de chemise. Jean, lui, rit peu. Il voit, séance après séance, la méfiance des Français enfler. Ce régime qu'il a défendu parce qu'il était parlementaire, parce qu'il permettait la discussion, est en train d'épuiser la patience du pays. Mai 1958. Les nouvelles d'Alger claquent comme des coups de feu. Comité de salut public, cri de « l'armée au pouvoir ». Rumeurs de parachutistes prêts à marcher sur Paris. Dans les bureaux des partis, on baisse la voix. Les téléphones sonnent sans arrêt. Une question, la même, tourne dans toutes les têtes. Qui va reprendre la main? Un nom s'impose, comme une évidence et comme une menace. Charles de Gaulle. Le Canuet connaît le prestige du général. Pour sa génération, c'est l'homme du 18 juin, le refus de la défaite, l'honneur sauvé. Mais il sait aussi ce que de Gaulle pense des partis, de ces assemblées où il a passé des années à travailler, quand le projet de nouvelle constitution se dessine, donnant au futur président des pouvoirs immenses, beaucoup au MRP hésitent. Certains sont fascinés, d'autres effrayés. Jean lit le texte ligne par ligne, comme un devoir de philosophie. Il voit ce qu'il apporte, stabilité, autorité, clarté. Il voit aussi ce qu'il prend. Le Parlement affaibli, le risque d'un pouvoir trop vertical, dépendant d'un seul homme. Pourtant, la crise est telle qu'il ne peut pas jouer les puristes. La France a besoin de sortir de l'impasse. La veuve République naît, et avec elle, un nouveau terrain de jeu politique. Le Canuet, battu aux législatives, se retrouve bientôt au Sénat. D'aucuns le croient sur une voie de garage. Il se trompe, la Haute Assemblée, avec son rythme plus posé, est un laboratoire idéal pour celui qui aime les lois bien écrites et les arguments solides. Dans les commissions, il s'impose, précis, calme, obstiné. On l'appelle pour défendre les positions du MRP dans les débats complexes. Il n'élève pas la voix, mais chacun comprend qu'il a travaillé ses dossiers. Pendant ce temps, à l'Élysée, le général de Gaulle installe sa vision. Référendum, conférences de presse, grandes envolées sur la France et la grandeur. Entre les deux hommes, un fossé idéologique se creuse peu à peu. L'un voit le salut dans la figure d'un chef au-dessus des partis. L'autre croit à une démocratie équilibrée, où le centre joue le rôle de pivot, de garde-fou contre les excès des extrêmes comme des hommes providentiels. 1962 marque un tournant. De Gaulle veut que le président de la République soit élu au suffrage universel direct, un face-à-face entre un homme et un peuple, sans intermédiaire. Pour Le Canuet, c'est la ligne rouge. Dans des réunions souvent tendues, il répète, la voix ferme, « Nous risquons de créer une monarchie républicaine. Ce n'est pas pour cela que nous avons reconstruit la démocratie en 1945. Le MRP se déchire. Certains ne veulent pas apparaître comme les adversaires du général, d'autres partagent les craintes de Jean. Finalement, le parti appelle à voter non au référendum. Commence alors une campagne étrange, presque déséquilibrée. D'un côté, de Gaulle, la stature historique, la parole rare mais attendue. De l'autre, une poignée de responsables politiques qui tentent d'alerter les Français sur les dangers d'un pouvoir trop personnalisé. Le Canuet multiplie les réunions, les interventions. Il sillonne la France, des salles des fêtes mal chauffées aux studios de radio. « Nous avons quelques semaines, pas plus, pour convaincre », répète-t-il à ses équipes. Quelques semaines, et après, il sera trop tard. Le temps joue contre lui. Les affiches du « oui » envahissent les murs. Le prestige du général écrase les scrupules. Le non est battu. Le suffrage universel direct est adopté. Politiquement, c'est une défaite. Stratégiquement, c'est autre chose. Le nom de Jean Le Canuet commence à circuler au-delà des frontières du MRP. Pour beaucoup de Français, il devient le visage d'une opposition raisonnable au gaullisme, ni communiste ni revancharde.
Dans les journaux, certains éditorialistes notent son ton mesuré, sa capacité à argumenter sans invectiver. On le décrit comme le centriste qui sait dire non sans casser la vaisselle. À l'intérieur du MRP, on voit aussi son ascension. En 1963, il en devient le secrétaire général. Le professeur réservé est en train de se transformer en chef de parti. Pourtant, une ombre plane sur cette progression, celle du temps. Le Canuet a dépassé la quarantaine. La politique se durcit. Le gaullisme semble indétrônable, le Parti communiste reste puissant, la gauche socialiste cherche un leader, le centre, lui, donne l'impression de s'effriter, coincé entre les deux blocs. Si rien ne change, il risque de devenir un simple courant d'appoint, condamné à se rallier tantôt à la droite, tantôt à la gauche, sans jamais peser vraiment, et puis une date apparaît à l'horizon, comme un rendez-vous inespéré. L'élection présidentielle de 1965, la première au suffrage universel depuis 1848. Pour la première fois, chaque citoyen aura à glisser dans l'urne le nom d'un homme pour diriger la France. Pas un parti, pas une coalition, un visage, une voix. Autour de Le Canuet, une poignée de jeunes militants comprend immédiatement l'enjeu. Si nous ratons ce rendez-vous, le centre sera mort, lui dit l'un d'eux un soir d'hiver. C'est maintenant ou jamais. Vous avez 3 ans, pas plus, pour vous imposer comme une alternative. 3 ans pour passer du statut d'opposant sérieux mais discret à celui de candidat crédible à la présidence. 3 ans pour préparer un affrontement inégal avec De Gaulle. Le compte à rebours s'enclenche, plus sourd, plus long, que celui qui, bientôt, marquera les minutes des émissions télévisées. Dans les premiers temps, l'idée même de présenter un candidat centriste contre De Gaulle semble folle. Au MRP, certains préféreraient négocier un accord avec l'Élysée, obtenir quelques concessions, quelques postes. Jean écoute, hoche la tête, mais au fond, il bouillonne. S'il accepte ce marché, il renonce à ce qu'il a défendu depuis les camps de prisonniers. Une démocratie où l'on ne s'incline pas, par réflexe devant la figure du chef. Peu à peu, il rallie des soutiens, d'autres formations centristes, des indépendants, des gaullistes déçus. On évoque un troisième homme. Entre De Gaulle et les communistes, son principal rival déclaré, sur le papier, est le général, mais une autre figure commence à se détacher à gauche, François Mitterrand, qui se pose en rassembleur des socialistes et des communistes. Le Canuet comprend qu'il devra lutter sur 2 fronts, contre le pouvoir en place et contre celui qui veut monopoliser l'opposition. L'un des premiers à prononcer un nom qui va changer la donne n'est pas un politicien, mais un publicitaire. « Monsieur Le Canuet », lui dit-il en observant son visage, « vous ne vous rendez pas compte, vous êtes très télégénique. » Le mot est encore neuf. La télévision, à peine installée dans les foyers, est en train de devenir la nouvelle agora. De Gaulle la domine par ses conférences de presse solennelles, mais il en a peur aussi. Ce n'est pas son élément, il n'aime pas les caméras trop proches. Jean, lui, a un sourire doux, une diction claire, une présence rassurante. On lui parle de John Kennedy, de ses campagnes modernes où le regard compte autant que le discours. Dans une petite équipe de campagne, on élabore un plan audacieux. La stratégie n'est pas seulement de critiquer le général, mais de proposer autre chose. Une image de modernité, d'Europe, de jeunesse, sans brutalité ni slogan vengeur. On choisit des décors sobres, des costumes impeccables, un éclairage qui adoucit les traits, les spots télévisés sont minutieusement préparés, chaque seconde doit être utilisée, rien ne doit sembler improvisé, même si l'illusion de la spontanéité est soigneusement travaillée. Vous aurez 7 minutes, pas une de plus, lui rappelle un conseiller avant une première émission, 7 minutes pour entrer chez les gens, 7 minutes pour qu'ils se disent « cet homme peut être président ». Le parallèle avec sa vie le frappe. Quelques minutes d'antenne contre des années de travail patient, de dossiers lus jusqu'au bout. Et de nuits passées à rédiger des amendements. Mais c'est ainsi. Le pays décidera en fonction de ce qu'il ressent, pas uniquement de ce qu'il sait. La campagne officielle commence enfin. Dans les meetings, Jean retrouve le contact direct qu'il a toujours porté. Il parle d'Europe, de réconciliation, de société plus humaine. Les thèmes sont sérieux, parfois techniques, mais il les enveloppe d'images simples. La famille, la paix, l'école.
Dans les villages, des femmes âgées le confondent parfois avec leur médecin, tant il dégage une impression de sérieux tranquille. Les jeunes, eux, sont intrigués par ce candidat qui ne crie pas, qui n'agite pas le poing, mais qui parle d'avenir avec un vocabulaire qu'ils entendent à la radio en écoutant les actualités internationales. C'est à la télévision que le contraste avec De Gaulle devient spectaculaire. Là où le général apparaît lointain, vertical, presque figé dans l'histoire, le Canuet parle comme à un interlocuteur invisible, assis, de l'autre côté de l'écran. Il regarde la caméra comme on regarde quelqu'un dans les yeux. Dans un salon de province, un couple de petits commerçants interrompt son repas, fourchette en l'air. La femme murmure « Il a l'air gentil celui-là, on dirait qu'il nous écoute ». Dans un foyer ouvrier, un homme hausse les épaules, mais ne zappe pas. Curiosité. D'où sort-il ce candidat qui dit vouloir une France moderne, européenne et sociale, et qui ne promet ni révolution ni retour en arrière? La presse gaulliste se moque. Monsieur Dents Blanches, titrent certains journaux, comme si un sourire était une offense en politique. Le Canuet ne s'en offusque pas. Il sait que derrière cette ironie perce une inquiétude. Il capte quelque chose de neuf. Pour la première fois, un opposant à De Gaulle séduit sans passer par la colère ou la haine. Les sondages, encore balbutiants, commencent à le créditer de scores inattendus. 5%, puis 8%, puis 10%. Les commentateurs, qui le voyaient figurant de second plan, commencent à parler d'une percée centriste. Presque malgré lui, Jean se surprend à rêver. Et s'il parvenait non seulement à peser, mais à renverser le rapport de force? Et si le professeur de Rouen obligeait le général de Gaulle à affronter un second tour? Le temps se contracte. Les jours avant le premier tour deviennent une succession de trains de nuit, de discours, d'interviews. Les agendas se remplissent de noms de villes, de studios, de salles des sports. Un soir, dans un wagon-lit plongé dans la pénombre, un collaborateur lui glisse « Dans 10 jours, tout sera joué ». 10 jours pour faire mentir 20 ans d'habitude politique. 10 jours pour permettre à des millions de Français d'oser un geste qu'ils n'avaient jamais imaginé. Ne pas voter pour celui qui les avait sortis de la guerre, mais pour un autre, venu du centre, sans légende militaire, sans uniforme. Face à lui, pourtant, la résistance est rude. De Gaulle, d'abord, qui refuse les débats, qui se tient au-dessus de la mêlée, mais dont la présence plane sur chaque tract, chaque meeting. Et Mitterrand, ensuite, qui capte l'électorat de gauche, parle de rupture, se présente comme le seul capable d'affronter le général au second tour. Entre les deux, le Canuet doit tracer un chemin étroit, se distinguer sans diviser, critiquer sans insulter, proposer sans promettre l'impossible. Le soir du premier tour de l'élection présidentielle, la France retient son souffle devant les écrans de télévision. Dans les QG de campagne, on a les yeux fixés sur les téléscripteurs, ces machines qui crachent des chiffres dans un cliquetis métallique. Le Canuet, entouré de son équipe, garde le visage grave. Il sait qu'il joue gros, non seulement sa carrière, mais l'avenir du centre. S'il s'effondre, on dira que la voie médiane est une illusion, que le pays n'a le choix qu'entre le gaullisme et l'opposition de gauche. Les premiers résultats tombent, puis d'autres. Les voix se comptent, s'additionnent, se comparent. De Gaulle est en tête, sans surprise. Mais pas aussi haut qu'attendu. Loin des scores plébiscitaires que certains annonçaient, Mitterrand passe la barre des 30%. Il sera l'adversaire du général au second tour. Et le Canuet, les pourcentages s'affichent enfin. Environ 15% des suffrages. Un Français sur 6, à peu près, a voté pour cet homme dont, quelques mois plus tôt, beaucoup ignoraient jusqu'au nom. Ce n'est pas la victoire, mais ce n'est pas un échec. C'est un choc. Pour De Gaulle, surtout, le fondateur de l'aveu république, persuadé d'être au-dessus des jeux partisans, se retrouve obligé d'affronter un second tour. Une partie des commentateurs murmure, sans la campagne de Le Canuet, sans son image moderne, sans sa capacité à séduire une partie des électeurs modérés, le général serait passé dès le premier tour. Dans les coulisses du pouvoir, on note soigneusement ces chiffres. On les compare, on en tire des leçons. Le Canuet vient d'entrer dans la cour des grands. De Gaulle lui-même ne l'ignore plus, et la rivalité, jusque-là diffuse, devient personnelle. Pour Jean, les sentiments sont mêlés. La nuit de ces résultats, il ressent une pointe d'amertume. Il a suffisamment de voix pour exister, pas assez pour renverser la table.
Dans un moment de solitude, il pense à la baraque de prisonniers où il expliquait la liberté à des hommes fatigués. Il se demande si ces 15% sont un aboutissement ou un début. Puis, comme souvent, la réflexion prend le dessus. S'il n'a pas gagné la présidence, il a réussi autre chose. Prouver que le centre peut rassembler, parler aux pays entiers, incarner une alternative. Ce capital politique, il lui reste maintenant à le transformer. Au second tour, il ne se rallie pas bruyamment à l'un ou l'autre camp. Il refuse les injonctions, les pressions, les chantages. « Je ne suis pas le chef d'un troupeau qu'on mène d'un camp à l'autre », répète-t-il. Les électeurs ne sont pas des otages. Cette attitude déplaît à beaucoup, agace de Gaulle comme Mitterrand. Mais elle confirme ce qu'il est en train de devenir, le visage têtu d'un centre qui veut exister par lui-même. Après la présidentielle, le MRP, déjà fatigant, n'y survit pas vraiment. Les structures éclatent, les alliances se recomposent. Le Canuet, loin de se décourager, prend une décision radicale, créer quelque chose de neuf. Avec ses proches, il pose les bases d'une formation centriste renouvelée, plus lisible, plus ambitieuse. Ce sera d'abord le Centre démocrate, bientôt pivot de la troisième force, entre gaullistes et socialistes. Dans les mois qui suivent, il parcourt à nouveau la France, non plus pour récolter des suffrages à son nom, mais pour recruter des élus locaux, des maires, des conseillers généraux, des parlementaires prêts à bâtir ce centre indépendant. Le rival, le géant de l'Élysée, est toujours là, plus puissant que jamais après sa réélection. Mais quelque chose a changé. Il sait désormais qu'une partie du pays se reconnaît dans un autre style de pouvoir, dans une autre voie. Le temps, encore une fois, joue un rôle étrange. De Gaulle vieillit. Le Canuet, lui, entre dans la maturité politique. Les cartes ne sont pas rebattues immédiatement, mais la partie est relancée. Dans les coulisses, un autre compte à rebours a commencé, que Jean ne contrôle pas. Les crises sociales, les tensions étudiantes, les fractures générationnelles se creusent. 1968 approche à grands pas, avec son cortège d'occupation, de slogans, de remises en cause. Pour le centriste au sourire calme, un nouveau défi se prépare. Transformer son succès médiatique en pouvoir réel, en mairie gagnée. En ministères assumés, en réformes concrètes, le temps des caméras n'est pas terminé, mais un autre temps commence, plus rude encore, celui où il faut prouver, dans la gestion quotidienne et les arbitrages douloureux, que le centre n'est pas seulement une posture, mais une force capable de gouverner. Le soir où Paris s'embrase de slogans et de pavés, Jean Le Canuet n'est pas devant une caméra, mais devant une carte froissée de Rouen, couverte de pastilles rouges. Chaque pastille, c'est une usine occupée, un lycée en grève, une barricade improvisée. Il lui suffit d'un mot de travers, d'un ordre trop brutal transmis au téléphone pour que sa ville bascule dans la violence ouverte. 3 ans plus tôt, il faisait trembler le général de Gaulle avec un sourire à la télévision. En mai 1968, il joue la même chose, mais sans lumière, sans maquillage, sans prompteur. Simplement avec sa voix, un combiné noir, collé à l'oreille, et la peur sourde que d'ici l'aube, le sang coule sur les quais de la Seine. Pour comprendre comment il s'est retrouvé là, maire d'une grande ville industrielle en pleine tempête, il faut remonter de quelques mois. Après la présidentielle de 1965, son nom est devenu un symbole. Dans les couloirs du pouvoir, on le prononce avec un mélange de curiosité et de méfiance. Les gaullistes le regardent comme un trublion qui a osé priver le général d'une élection triomphale. La gauche le soupçonne de vouloir reconstruire une troisième force pour empêcher l'alternance. Lui, pendant ce temps, s'acharne à faire ce que peu de politiques aiment faire, organiser, structurer, construire dans la durée. Avec quelques fidèles, il lance le Centre démocrate. C'est sec, presque austère comme nom, mais il assume. On ne vend pas un savon, on construit un pilier de la République. Dans de petites salles des mairies, il explique inlassablement les mêmes idées. Le centre n'est pas un entre-deux mou. C'est une colonne vertébrale. Sans elle, le pays se plie d'un côté ou de l'autre. Chaque réunion semble minuscule, chaque succès local, dérisoire face à la stature massive du gaullisme. Pourtant, il sait que tout commence là, par des conseillers municipaux, des maires de petites communes, des réseaux qui tissent patiemment une alternative. Une cible l'obsède, Rouen. Ville de son enfance politique, grande cité portuaire, industrielle, catholique et ouvrière à la fois.
La mairie est tenue par un gaulliste, Bernard Tissot, solide notable, bien implanté, sûr de lui. Dans les cafés, quand on évoque l'idée que Lecanuet puisse lui ravir l'hôtel de ville, on ricane. Monsieur Dents Blanches, maire de Rouen, allons donc. Jean encaisse ses moqueries comme il a encaissé les sarcasmes de la presse en 1965. Il sait que derrière Monsieur Dents Blanches, il y a un autre sous-entendu. Pas sérieux. Alors il redouble de sérieux. Il épluche les budgets municipaux, apprend par cœur les dossiers d'urbanisme, les plans de circulation, les chiffres du chômage ouvrier. Dans les quartiers populaires, la campagne municipale se transforme en duel. D'un côté, le maire sortant, appuyé par la machine gaulliste, sûr de la loyauté des notables. De l'autre, Lecanuet, qui parcourt la ville dans une 4L fatigué, serrant des mains dans les ateliers de métallurgie, dans les parcs, de la rive gauche, dans les escaliers des HLM, où la peinture s'écaille. « Vous n'êtes pas de droite ni de gauche. Alors vous êtes quoi ?» lui lance un syndicaliste méfiant. « Je suis de votre côté lorsque vous refusez qu'on décide tout à Paris, » répond-il. « Je suis du côté de ceux qui veulent une ville qui marche, pas des querelles de drapeaux. » Les soirées s'allongent, les nuits se rétrécissent. Les tracts s'impriment à la chaîne. Les réunions se succèdent, dans des salles où l'on sent encore l'odeur de soupe des cantines scolaires. Il sait qu'il n'a qu'une fenêtre, un cycle électoral. S'il rate cette occasion, le centre restera une abstraction nationale, sans ancrage réel. « Nous avons quelques semaines pour prouver que nous pouvons gérer une vraie ville », répète-t-il à ses colistiers. « Après, plus personne ne nous prendra au sérieux. » Contre tous les pronostics, la bascule se produit. Au soir du scrutin, les résultats tombent, bureau après bureau. La rive droite, bourgeoise, le porte correctement. Mais c'est la rive gauche, populaire, qui crée la surprise. Dans plusieurs quartiers ouvriers, la liste Lecanuet arrive en tête, surclassant les gaullistes. Les commentateurs, stupéfaits, cherchent des explications. On égrène des mots, images rassurantes, programmes concrets, rejet de l'arrogance du pouvoir. Lui, dans un coin de la salle où l'on fête la victoire, pense à autre chose, à la responsabilité qui vient de s'abattre sur ses épaules. Rouen n'est plus un rêve, c'est désormais sa ville. Et elle ne lui laisse aucun répit. Car quelques mois plus tard, les événements nationaux frappent à sa porte, avec une brutalité inédite. Mai 1968. Les premières rumeurs arrivent par bribes, comme des ondes qui partent de Nanterre et de la Sorbonne, pour remonter la Seine. Occupation d'universités, grèves, manifestations monstres à Paris. À Rouen, les étudiants de l'université Mont-Saint-Aignan s'agitent. Les usines Renault, la SNCF, les chantiers du port s'échauffent. La ville peut devenir un baril de poudre. Dans les couloirs de l'hôtel de ville, les pas résonnent plus vite. Les téléphones ne cessent de sonner. Le préfet réclame fermeté. Les syndicats demandent protection. Les commerçants redoutent les vitrines brisées. Une nuit, vers 2 heures du matin, Jean est encore là, cravate desserrée, chemise collée au dos. Autour de lui, quelques proches, des dossiers ouverts, des cartes de la ville étalées sur une grande table. Des points au feutre indiquent les usines occupées, les lieux de rassemblement. Le commandant de la police lui glisse. « Monsieur le maire, si ça dégénère, il faudra envoyer les CRS. Nous ne tiendrons pas, sinon... » Jean fixe la carte. Il voit déjà les images possibles. Des étudiants matraqués sur les pavés mouillés, des ouvriers chargés à la sortie des grilles de usines. Rouen, soudain, confondu avec toutes les peurs de 1936, de 1947, de 1958. « On envoie les CRS en dernier, » répond-il lentement. « Pas en premier. Je veux d'abord parler aux étudiants, aux ouvriers, mais il est 2 heures du matin. Alors je les verrai à 3. À l'aube, la lumière blafarde filtre par les fenêtres d'une salle de réunion improvisée. Face au maire, des représentants étudiants aux yeux cernés, des responsables syndicaux, des cadres d'usines inquiets. Le ton pourrait monter, exploser. Au lieu de cela, il impose un tempo. Il écoute, reformule, tranche quelques points précis. Personne ne touchera aux locaux universitaires sans votre accord, promet-il, mais je vous demande en échange de garantir qu'il n'y aura ni casse, ni violence dans les rues. Il ne cherche pas à plaire, ni à flatter. Il fixe des lignes rouges, mais discute tout, dans le détail. Le bras de fer dure des jours, presque des semaines. Le temps joue contre lui. Chaque jour de grève, c'est un peu plus de tension, un peu plus de fatigue, un peu plus de risque.
Mais Rouen ne bascule pas dans le chaos, pas de mort, pas d'image apocalyptique. La ville traverse la tempête, meurtrie mais debout. Pour lui, c'est une preuve. Ses idées centristes, souvent accusées d'être théoriques, abstraites, peuvent tenir au contact du réel. Gouverner, c'est négocier, amortir les chocs, sans céder sur l'essentiel, la dignité de chacun, la cohésion du tout. Ce succès discret, local, ne fait pas la une des journaux nationaux, mais il forge sa stature. Le Canuet, l'apaisement efficace. Écrit un éditorial régional. À Paris, d'autres noms font la une. Cohn-Bendit, De Gaulle, Pompidou, mais dans l'ombre, le maire de Rouen s'installe comme un gestionnaire fiable. Un homme que l'on peut envoyer au front sans craindre l'emballement. Les années 1970 s'ouvrent sur un paysage politique fracturé. De Gaulle parti, Pompidou installé, la droite se réorganise. Un autre centriste, plus jeune, plus mondain, commence à occuper l'espace. Valéry Giscard d'Estaing. Le Canuet le connaît. Ils se tutoient, s'estiment, se jaugent aussi. Ils parlent tous deux d'Europe, de modernisation, de réforme de l'État, mais derrière ces convergences, il y a une rivalité sourde qui incarnera la France moderne. Giscard a pour lui le ministère des Finances, le prestige de la technocratie, une aisance médiatique différente, plus aristocratique. Le Canuet a pour lui son ancrage local, son image de professeur sérieux, son réseau de maires et de parlementaires du centre démocrate. Lorsque Pompidou meurt en 1974, tout s'accélère. En quelques jours, l'échiquier politique se remet en mouvement, les gaullistes lancent Jacques Chaban-Delmas, ancien Premier ministre, figure historique. La gauche se range derrière François Mitterrand. Et le centre? Il a quelques semaines seulement pour choisir son camp. Un soir, dans son bureau de l'hôtel de ville, Jean contemple les piles de documents, les notes, les sondages approximatifs qui s'accumulent. Le téléphone sonne, encore et encore. D'un côté, des gaullistes le pressent de soutenir Chaban au nom de la majorité, de l'autre, Giscard le courtise, promettant une grande alliance des réformateurs. Giscard finit par monter lui-même à Rouen pour le convaincre. La scène a des allures de duel feutré. « Jean, nous avons une occasion unique de faire bouger ce pays », lance Giscard avec son phrasé traînant. « Mais j'ai besoin de toi. Sans le centre, je ne peux pas gagner. » « Et sans un vrai centre, tu ne peux pas gouverner longtemps, » réplique le Canuet. « Si je te soutiens, ce sera pour exister, pas pour disparaître dans une majorité anonyme. » Les heures passent, les arguments fusent, et il y a une date butoir. Dans quelques jours, il faudra déposer les candidatures, afficher les soutiens, le temps presse, les calculs s'entrecroisent. Giscard promet un gouvernement ouvert, une place de choix pour les centristes, une reconnaissance de la spécificité du centre démocrate. Le choix n'est pas seulement stratégique, il est intime. S'allier à Giscard, c'est tourner le dos à des années de lutte contre la domination gaulliste, c'est aussi prendre le risque de nourrir un concurrent direct sur le terrain même du centrisme. Mais Jean sait que s'il reste isolé, il se condamne à l'impuissance. Il tranche, il soutiendra Giscard. Le pari est risqué, il est gagnant. Au soir de mai 1974, le nouveau président s'appelle Valéry Giscard d'Estaing. L'écart est mince, chaque soutien a compté. Dans les remerciements, Giscard cite nommément les centristes. Quelques semaines plus tard, le Canuet est nommé garde des Sceaux, ministre de la Justice. Le bâtiment de la place Vendôme n'a rien à voir avec l'hôtel de ville de Rouen. Façade solennelle, salon doré, fonctionnaire en costume sombre, robe noire et hermine. Dans son nouveau bureau, Jean pose un instant la main sur le dossier de son fauteuil. Il pense au jeune professeur de philosophie, au prisonnier de guerre expliquant la liberté à ses camarades entassés dans une baraque. Le voilà, maintenant, responsable des lois qui touchent au plus intime. La prison, la famille, la vie, la mort. Et le pays n'a pas l'intention de lui laisser du répit. Sous Giscard, le mot d'ordre est modernisation. Mais la société française est encore profondément conservatrice. Au ministère de la Justice, cela signifie des dossiers brûlants. Les réformes se succèdent, assouplissement du divorce, réflexion sur l'âge de la majorité, réforme pénale, préparation de la loi, sur l'interruption volontaire de grossesse portée par Simone Veil.
Chaque texte est une bombe potentielle. Chaque débat peut faire exploser la majorité. Les gaullistes traînent des pieds. Une partie des centristes eux-mêmes hésitent, craignant de perdre leur base catholique. Un soir d'hiver, dans un salon du ministère, Le Canuet se retrouve face à un groupe de députés de la majorité, crispés, inquiets à l'idée de voter la loi Veil. « Jean, tu nous demandes l'impossible », lâche l'un d'eux. « Nos électeurs ne nous le pardonneront jamais. » « Je vous demande la cohérence, répond-il, on ne peut pas prétendre défendre la dignité humaine et laisser des femmes avorter dans la clandestinité, dans des conditions sordides. Les voix s'élèvent, les paroles se font dures. Il tient bon, rappelant les principes, les réalités, les drames concrets. Il parle de médecins poursuivis, de jeunes filles meurtries, il sait que derrière ces votes se jouent des carrières, des pertes de mandat, mais il sait aussi que, pour une fois, le centre peut être autre chose qu'un arbitre frileux, un moteur de réforme. Les jours précédant le vote sont étouffants. Les couloirs de l'Assemblée nationale bruissent de rumeurs. Tel député se dérobe, tel autre hésite, un troisième exige des garanties. Et des amendements, des précisions. Jean multiplie les entretiens, dans les bureaux, les couloirs, parfois dans les escaliers, accostant au vol un parlementaire qui voulait, justement, filer discrètement. « Nous avons 48 heures pour sécuriser cette majorité », souffle-t-il à un collaborateur. Après, la pression sera trop forte, les hésitations se transformeront en refus. La nuit qui précède le vote, il dort à peine. Au petit matin, la cloche de l'Assemblée résonne. Dans l'hémicycle, les visages sont graves. Les mots de Simone Veil, sobres, dignes, suscitent à la fois admiration et haine. Des invectives s'élèvent, certains députés se livrent à des attaques ignobles. Lorsque vient le moment du décompte, le silence est presque complet. Les chiffres tombent, un à un. La majorité est là, fragile mais réelle. Dans un coin de la tribune du gouvernement, Le Canuet laisse échapper un souffle imperceptible. La réforme passe. La France vient de basculer dans une autre époque et le centre, ce centre qu'on disait timoré, en a été l'un des artisans essentiels. Pourtant, derrière ces victoires, une ombre se dessine, celle de la rivalité à droite. Jacques Chirac, jeune Premier ministre, caustique, énergique, se pose en chef d'une droite plus musclée. Plus populaire, regroupé dans le RPR, Le Canuet voit bien que le terrain se resserre entre Giscard, président centriste libéral, et Chirac, tribun gaulliste. Quel espace restera-t-il pour un centre organisé, autonome? Lorsque Giscard le nomme ensuite ministre du Plan et de l'Aménagement du Territoire, en 1976, c'est à la fois une promotion et un déplacement. On lui confie la carte de la France, les schémas directeurs, les équilibres régionaux. Travail de fond, crucial, mais moins visible que la justice. Il ne s'en plaint pas. Il aime ces dossiers où l'on parle d'équilibre entre régions, de développement des villes moyennes, de lutte contre la désertification rurale. Dans les réunions interministérielles, il bataille pour que l'on n'oublie pas les ports de province, les vallées industrielles, les petites lignes de chemin de fer. La France n'est pas seulement un triangle Paris-Lyon-Marseille. Répète-t-il, si on abandonne le reste, on fabriquera des colères que vous ne verrez venir qu'au moment où il sera trop tard. Mais il sait aussi que le cœur politique se joue ailleurs, dans la capacité à structurer une force face au RPR. En 1976, le Centre démocrate évolue, donnant naissance au Centre des démocrates sociaux, CDS. 2 ans plus tard, sous l'impulsion de Giscard, l'Union pour la démocratie française, UDF, est créée, regroupant plusieurs formations centristes et libérales. On propose naturellement à Le Canuet d'en prendre la présidence. Titre prestigieux, mais siège éjectable. Il accepte. Il se retrouve à la tête d'un conglomérat de partis, de courants, d'ambitions. Certains le voient comme un simple chef de cartel, un coordonnateur chargé d'arrondir les angles entre des sous-chefs qui se détestent. Lui voudrait en faire autre chose, une vraie maison commune du centre et des réformateurs, capable de rivaliser avec le RPR de Chirac. C'est là que la rivalité se cristallise. Chirac, ancien Premier ministre devenu chef de file de l'opposition de droite à Giscard, ne supporte pas l'idée qu'un autre pôle puisse exister. Un soir de 1978, dans les studios d'une radio, les mots tombent, coupants. Chirac, dans l'Appel de Cochin, dénonce ceux qui seraient les partis de l'étranger, favorables à une Europe qui déposséderait la France de sa souveraineté. Personne n'est nommé, mais tout le monde comprend.
Giscard, bien sûr, et son UDF, donc le Canuet. En lisant le texte dans son bureau, Jean sent une colère froide monter. On les accuse, lui, l'ancien prisonnier de guerre, l'homme des camps, de trahir la patrie parce qu'ils défendent l'Europe. Voilà où mènent les surenchères, murmure-t-il. On joue avec le poison du nationalisme pour quelques points aux élections. Les législatives de 1978 se transforment en champ de bataille. D'un côté, le RPR de Chirac, qui se veut le vrai gardien de la droite, de l'autre, l'UDF de Le Canuet, adossé à Giscard, portant le drapeau d'une droite européenne, libérale et centriste. Dans les semaines précédant le dépôt des candidatures, Jean vit entouré de cartes, de listes, de tableaux. Chaque circonscription est une petite guerre, chaque investiture un compromis douloureux. Nous avons 10 jours pour verrouiller ces accords, dit-il à ses équipes, les yeux rougis par la fatigue. Si nous cédons partout au RPR, nous serons rayés de la carte dans 5 ans. Les négociations avec les gaullistes sont âpres. Certains barons locaux exigent d'avoir le champ libre, menaçant sinon de se présenter en dissidence. Le Canuet doit trancher, accepter des sacrifices, imposer quelques candidatures centristes dans des terres hostiles. Au soir des élections, la majorité présidentielle tient, mais fragilisée. L'UDF existe, mais le RPR aussi, plus agressif que jamais. Dans la presse, on parle de guerre des deux droites. Chirac et Giscard en sont les figures visibles, mais en coulisses, c'est Le Canuet qui encaisse une partie des coups, obligé d'être le ciment d'une alliance qu'on tire dans tous les sens. Il est à la fois l'architecte et le pare-choc, celui qui dessine la maison et qui reçoit les chocs frontaux. Ces années-là, il enchaîne les journées qui commencent à l'aube à Rouen, avec une visite de chantier ou une réunion sur l'urbanisme, et se termine tard le soir à Paris, dans un bureau de l'UDF enfumé, devant des cartes électorales. Sa vie est rythmée par les trains, les dossiers, les discours. Il sacrifie des week-ends, des vacances, des repas en famille. Le temps devient un adversaire aussi redoutable que les partis concurrents. Chaque échéance électorale impose son compte à rebours, chaque budget municipal son calendrier, chaque réforme nationale ses fenêtres de tir, et pendant qu'il se bat pour faire exister le centre à droite, un autre rival avance, implacable, de l'autre côté de l'échiquier, François Mitterrand. Le Canuet le retrouve régulièrement dans les débats, les joutes parlementaires, les plateaux télévisés. Le socialiste tisse patiemment ses alliances, prépare son moment. En 1981, ce moment arrive. La présidentielle se profile comme un verdict pour la stratégie centriste. 10 ans de giscardisme, d'UDF, de calculs minutieux face à la gauche et au RPR. Un soir de campagne, en quittant un meeting, Jean reste quelques minutes seul dans une loge vide. Il contemple les affiches froissées, les chaises renversées, le micro éteint. Il se demande, pour la première fois peut-être, si la colonne vertébrale qu'il a voulu bâtir pour la République est assez solide pour résister au choc qui vient. Dans quelques semaines, le pays tranchera. Et cette fois, ce ne sera pas seulement le sort d'un président qui se jouera, mais aussi celui de toute une stratégie, de tout un Paris sur le centre comme pivot du système politique français. Quand François Mitterrand entre à l'Élysée en mai 1981, tout le monde croit savoir qui a perdu. Valéry Giscard distingue la droite, l'UDF. Peu de gens voient l'autre perdant, plus discret, penché sur une feuille de papier dans un bureau déjà trop silencieux. Jean Le Canuet. En une nuit, l'homme qui s'est épuisé à construire un centre charnière voit son scénario historique s'effondrer. Et pourtant, ce n'est pas là que son histoire s'arrête. C'est là qu'elle devient la plus étrange. Comment rester indispensable dans un pays qui, soudain, prétend n'avoir plus besoin de vous? Le soir de la défaite, dans un QG parisien où les affiches giscardiennes pendent de travers, il écoute les résultats s'afficher sur l'écran bleu, les départements se colorent de rose. Les commentaires s'enchaînent, froids, implacables. Alternance historique, fin d'un cycle, répètent les journalistes. Dans un coin, quelqu'un murmure « L'UDF, c'est fini ». Le Canuet ne répond pas. Il regarde l'horloge au mur, il calcule déjà. Dans moins d'un an, il y aura des municipales, puis des cantonales, puis d'autres échéances. Le temps ne s'arrête jamais. L'espace politique se rescinde à la seconde même où il se croyait figé. Si nous ne tenons pas dans les 12 prochains mois, souffle-t-il à un proche, nous serons avalés par le RPR définitivement. Face à lui, l'adversaire a changé de visage, mais pas de nature. Ce n'est plus seulement Mitterrand, le président victorieux.
C'est Jacques Chirac, le rival de toujours, qui se frotte déjà les mains. Le maire de Paris voit dans la défaite de Giscard une chance, devenir le chef unique de l'opposition. Effacer cette confédération de partis centristes et libéraux qui complique la lisibilité du combat. Entre les deux hommes, la rivalité prend une allure nouvelle. Chirac veut la droite rassemblée sous son drapeau. Le Canuet veut une droite plurielle, où le centre ne soit pas une simple nuance, mais un pilier, deux conceptions, deux égaux, un seul espace. Dès les premières semaines du mitterrandisme, Jean entre en résistance politique, non pas contre les nationalisations ou les 39 heures, mais contre l'effacement programmé de sa famille politique. Dans les couloirs de l'Assemblée, il voit déjà les regards glisser vers Chirac, comme s'il était l'unique recours. « Vous verrez », grogne un député RPR à la buvette, « dans 2 ans, il n'y aura plus que 2 forces, nous et eux. Vos cénacles centristes, c'est du passé. » Le Canuet esquisse un sourire fatigué. « Écrivez-le si ça vous soulage, » répond-il. « Mais tant qu'il y aura des maires, des sénateurs, des régions tenues par des centristes, vous devrez compter avec nous. C'est là son arme secrète. Rouen, la Haute-Normandie, un réseau d'élus qui ne doit son existence ni à Chirac ni à Giscard. Alors que Paris découvre le socialisme au pouvoir, lui rentre dans sa ville, remonte les manches et se jette dans ses dossiers municipaux comme dans une bataille. Rouen, début des années 80. Les usines ferment les unes après les autres. Les quais, jadis grouillants de dockers, voient les conteneurs s'empiler comme des blocs de béton muets. Le Havre souffre, la vallée de la Seine inquiète. Dans son bureau de l'hôtel de ville, les plans s'entassent. Réhabilitation du centre historique, aménagement des berges, modernisation des infrastructures culturelles. Si on laisse la ville glisser, dit-il à son équipe, nous perdrons tout, l'emploi, la fierté et bientôt la mairie. Il fixe un calendrier, 5 ans. 5 ans pour transformer la ville assez profondément pour que les habitants sentent la différence. Sinon, la vague rose ou la vague chiracienne emportera son bastion. Les années s'emballent. Le matin, on le voit sur un chantier, casque blanc enfoncé sur les cheveux qui grisonnent. Il traverse des immeubles éventrés, monte des escaliers sans rampe, pointe du doigt des murs suintants. Ici on ouvre, là on crée une place, là on met un équipement culturel, pas une énième barre. L'après-midi, il file à Paris, dans un TEE où il griffonne des notes sur un coin de table, entouré de dossiers verts estampillés UDF, CDS, Sénat, car une autre bascule s'est produite. En 1983, il devient sénateur de la Seine-Maritime. Chambre haute, rythme différent, mais enjeu stratégique. Le Sénat est le lieu où les maires comptent double, où les notables locaux pèsent sur la durée. Tant que nous tenons le Sénat et les mairies, explique-t-il à un jeune élu, nous existons, même si l'Élysée nous échappe. Pourtant, dans cette France nouvelle, le danger vient aussi de l'intérieur. Une génération plus jeune, plus impatiente, frappe à la porte des partis centristes. Elle veut des discours plus tranchés, moins de compromis. Elle ne comprend pas toujours cette obsession de l'équilibre, ce goût des accords complexes. Un soir, après une réunion tendue à l'UDF, un quadragénaire s'emporte. « Jean, les gens ne comprennent plus. On dirait qu'on passe notre vie à négocier des sièges avec le RPR. Ils veulent savoir ce qu'on veut faire, pas seulement avec qui on le fera. » Il encaisse. Il sait qu'une partie de la critique est juste. L'UDF ressemble parfois à une carte de France recouverte de petits drapeaux, chacun attaché à un compromis local, à un arrangement de second tour, mais il sait aussi ce que l'autre ne voit pas. Sans ces compromis, il serait déjà mort, absorbé ou écrasé. Chirac, lui, avance à grands pas. En 1986, quand la droite revient au pouvoir avec la première cohabitation, c'est le RPR qui prend Matignon. Le Canuet observe la scène avec un mélange de satisfaction et d'inquiétude. Satisfaction parce que la gauche absolue a été enrayée. Inquiétude parce qu'une fois encore, l'UDF risque d'apparaître comme la roue de secours. Lors d'une réunion de la direction de l'UDF, les voix se font dures. Jacques veut tout décider pour les législatives, prévient un cadre, il nous laisse quelques miettes, et il appelle ça un partenariat. Alors il faut lui rappeler que sans nous, il n'aura pas la majorité, tranche le Canuet. On ne signe pas un accord pour disparaître dans l'ombre d'un homme, fut-il Premier ministre. Le bras de fer s'engage, à huis clos,
Le temps, encore une fois, joue contre lui. Les listes doivent être déposées à date fixe, les investitures bouclées à la minute près. Des nuits entières se déroulent devant des tableaux, des colonnes de chiffres, des pseudo-cartes d'état-major constellées de noms de circonscriptions. Chaque fois que le téléphone sonne, c'est un élu paniqué qui menace de partir en dissidence si on ne lui garantit pas un label UDF ou une circonscription gagnable. Pendant ce temps, à Rouen, les immeubles sortent de terre, le patrimoine se restaure pierre par pierre, les quais s'ouvrent peu à peu aux promeneurs, la ville change. Pas en un coup d'éclat, pas par un geste spectaculaire, mais par une somme de décisions lentes, parfois ingrates. Un jour de pluie, en 1983, il arpente la place du Vieux Marché. Là où Jeanne d'Arc fut brûlée vive, on creuse, on aménage, on débat d'un nouveau marché couvert, d'un théâtre, d'un tracé de circulation. « Monsieur le maire », proteste un commerçant, « vous voulez tout chambouler ? Les gens ne s'y retrouveront plus. »« Si on ne chamboule rien, » répond-il calmement. « Dans 10 ans, vous vendrez des souvenirs poussiéreux dans une ville morte. » Dans ses yeux, on lit moins l'idéologue que l'ingénieur du temps long. Il sait qu'un maire se juge à 15 ans, pas à 15 jours. Mais les élections, elles, tombent tous les 6. À l'échelle nationale, une autre horloge tourne. 1988, nouvelle présidentielle. Chirac se présente contre Mitterrand. L'UDF, prisonnière de ses contradictions, finit par soutenir le candidat RPR. Tout en gardant ses distances, Le Canuet participe aux réunions stratégiques, mais il sent que le centre n'est plus au centre. Les caméras cherchent Chirac, sa gouaille, ses bains de foule. L'UDF devient une ligne de plus dans les communiqués de presse. La défaite de 1988 confirme ce qu'il craignait. La droite française est devenue binaire dans l'esprit des gens, d'un côté Chirac, de l'autre Mitterrand. Entre les deux, l'espace s'est rétréci comme une peau de chagrin. Pourtant, un nouveau terrain s'ouvre, où Jean retrouve son souffle, l'Europe. Depuis ses années MRP, il en parle comme d'une évidence. Les prisons de guerre, la débâcle de 1940, la reconstruction. Tout cela l'a convaincu que l'avenir ne se jouera plus seulement dans les frontières hexagonales. Alors, quand les discussions sur le traité de Maastricht s'engagent au début des années 90, il se jette dans la bataille comme dans une dernière grande campagne. Dans les meetings, il brandit ce mot « Europe » que d'autres prononcent du bout des lèvres ou avec méfiance. Nous n'avons plus le luxe de l'hésitation. Martèle-t-il, l'Europe, ce n'est pas un supplément d'âme, c'est la condition pour que la France garde sa voix dans le tumulte du monde. Face à lui, une partie de la droite se crispe. Dans le RPR, des figures montent au créneau contre Maastricht, dénonçant la perte de souveraineté. La rivalité avec Chirac, qui adopte une position plus ambiguë, se rejoue sur un terrain nouveau. Dans un débat télévisé, un contradicteur le pique. Monsieur Le Canuet, vous êtes prêt à dissoudre la nation dans un grand ensemble technocratique? J'ai vu ce que les nations enragées peuvent produire, réplique-t-il, la voix soudain plus dure, des camps, des charniers, des frontières gardées par des miradors. Si la technocratie peut nous éviter cela, je suis prêt à passer quelques nuits supplémentaires à lire des traités. Mais le temps ne pèse plus seulement sur les élections et les traités, il pèse sur son corps. Au tournant des années 90, ses proches le trouvent amaigri, les traits tirés, les journées parisiennes et rouennaises, les nuits de dossiers, les trains à répétition ont laissé des traces. Un médecin, un jour, lui glisse à mi-voix. « Vous ne pouvez pas continuer à ce rythme ? Le cœur a ses limites, même pour les centristes. » Il sourit, fait une plaisanterie, mais il sait que l'alerte est réelle. La politique, davantage que le temps, est devenue l'ennemi intime qui use ses artères. Et pourtant, il refuse de lever le pied. En 1992, le référendum sur Maastricht se rapproche, une date s'impose, le 20 septembre. Chaque jour compte, il faut convaincre, expliquer, rassurer. Les sondages se resserrent dangereusement, le « oui » n'est plus une formalité. « On n'a plus 3 ans, ni même 3 mois », répète-t-il à ses alliés. On a 30 jours. 30 jours pour éviter que la France ne se replie définitivement sur elle-même. On le voit partout, tribunes, interventions radiophoniques, réunions publiques modestes dans des villes moyennes, où l'Europe semble un mot lointain. À Rouen,
Dans une salle des fêtes au néon blafard, il parle devant quelques dizaines de personnes. Un soir de semaine, il décrit les échanges commerciaux, les programmes étudiants, les fonds structurels qui ont déjà commencé à changer des régions entières. L'Europe, ce n'est pas Bruxelles, c'est vous, vos enfants, vos ports, vos usines. Dans la salle, des têtes hochent, d'autres restent sceptiques, mais personne ne peut lui nier une chose, il y croit vraiment. Le oui l'emporte. D'un cheveu, encore une fois, sa famille politique a fait la différence. Pour lui, c'est une victoire qui a le goût d'un crépuscule. Il n'est plus le jeune challenger de 1965, ni le garde des sceaux réformateur, ni le stratège de l'UDF. Il est le vétéran d'un combat commencé avant même que certains de ses interlocuteurs soient nés. Dans son bureau de maire, un soir d'automne, la lumière tombe oblique sur les dossiers empilés. Par la fenêtre, on voit les quais de Rouen, transformés, les silhouettes des passants, les lumières qui se reflètent dans la Seine. Il sait, confusément, que cette ville restera son œuvre la plus durable. Quelques mois plus tard, la mécanique du corps se dérègle. Les médecins parlent d'interventions nécessaires, de chirurgie cardiaque, de risques. Il écoute, calme, presque détaché. Les risques, il les connaît. Il les a parfois sous-estimés en politique. Il ne se fait pas d'illusions pour sa propre vie. Il hésite sur la date de l'opération. Là encore, le calendrier politique s'invite, les législatives de 1993 approchent, tout indique que la droite va revenir en force. « Attendez un peu », lui conseille un proche, « faites l'opération après les élections. Vous aurez l'esprit libre. »« Ou je ne l'aurai plus du tout », répond-il en esquissant un sourire. Non, on ne négocie pas avec son cœur comme avec une investiture. Il accepte le protocole. Hôpital parisien. Couloir d'un blanc agressif, odeur de désinfectant, horloge murale qui claque chaque seconde comme le rappel d'un vote imminent. La veille de l'intervention, il reçoit encore quelques visites politiques. On parle de listes, de circonscriptions, de candidats CDS à positionner dans la future majorité que tout le monde croit acquise. La scène a quelque chose d'irréel. Un homme à la veille d'une opération lourde qui continue de dessiner des colonnes de chiffres sur un bloc-notes. Si nous ratons ce virage, dit-il à mi-voix, le centre deviendra un simple adjectif. Droite centriste, sensibilité centriste. Plus personne ne dira le centre tout court. Personne n'ose lui rappeler que, cette fois, le compte à rebours n'est pas électoral. L'opération a lieu en février 1993. Elle se passe mal. Complications, coma, ces mots que l'on prononce à voix basse dans les salles d'attente. Le 22 février, Jean Le Canuet meurt à Paris, il a 72 ans. Quelques jours plus tard, la droite remporte effectivement les législatives, une alternance massive, spectaculaire. Il ne la verra pas. Chirac revient au sommet du jeu, Mitterrand entame la dernière phase de son second septennat, l'UDF se cherche un nouveau visage. Dans les salons politiques, on commente les résultats. À Rouen, pendant ce temps, des drapeaux sont accrochés en berne à l'hôtel de ville. Ces obsèques rassemblent une foule mêlée, centristes fidèles, élus locaux, ministres, anciens adversaires. Sur les marches de la cathédrale de Rouen, les caméras captent des visages qu'on a l'habitude de voir se toiser. Gaullistes, socialistes, giscardiens, chiraciens, pour quelques heures, la rivalité se tait. Un orateur évoque l'homme des équilibres, un autre l'artisan de l'Europe, un troisième le maire bâtisseur. On murmure des chiffres, 25 ans à la tête de Rouen, près de 30 ans à organiser le centre, plusieurs ministères, des dizaines de campagnes. Mais les chiffres ne disent pas tout. Son véritable héritage est moins spectaculaire qu'une loi historique ou un coup d'éclat télévisé. Il est dans ses gestes répétés. Éviter que Rouen ne brûle en 1968, soutenir une réforme impopulaire mais nécessaire en 1974, refuser que la droite se résume à des slogans musclés, défendre l'Europe quand il était plus facile de flatter les peurs. Il est aussi, paradoxalement, dans ce vide qu'il laisse. Une UDF qui, sans lui, hésite entre fusion et éclatement, un centre politique qui cherche encore sa forme, son nom, sa voix. Dans les années qui suivent, la France découvre d'autres centristes, d'autres partis à la géométrie variable, d'autres alliances contre la gauche ou contre l'extrême droite. On change les logos, les sigles, les couleurs. On parle de majorité présidentielle, de centre droit, de centre gauche. Mais derrière cette mosaïque, il reste l'intuition qu'il a portée jusqu'à son dernier souffle,
un pays aussi fragmenté que la France ne peut pas se contenter de blocs qui se percutent, il lui faut cette colonne vertébrale qu'il appelait le centre, même quand la mode disait le contraire. Et si les souvenirs s'estompent, il reste encore, certains soirs, à Rouen, un détail qui raconte mieux qu'un discours qui il fut vraiment. Un marcheur qui longe la Seine, qui traverse une place remodelée, qui lève la tête vers la silhouette de la cathédrale, il ne pense pas forcément à Jean Le Canuet. Mais il marche dans une ville que cet homme a patiemment, obstinément, tiré vers l'avenir, en regardant toujours deux horloges à la fois, celle de l'histoire et celle plus impitoyable encore, qui égrenait les secondes de sa propre vie,